j'ai découvert un article intéressant sur le prix unique des jeux de rôle. Quel tarif pour les jeux de rôle? Prix unique et règles fiscales, quel tarif pour les livres du jeu de rôle? Pourquoi? Donc, petit rappel, la loi du 10 août 1981 semble d'une limpidité redoutable, si on est dans l'univers des Français. Pour les livres, un prix de vente au public est fixé par l'éditeur pour respecter par le détaillant. Dans les faits, la situation se complexifie autour de cette question, comment définir le livre? Dans le secteur du jeu de rôle, l'interprétation de la loi a ainsi conduit Amazon à ne pas appliquer le prix unique du livre sur les manuels de jeu. Donc, pour les Belges, Suisses et autres Québécois, je suppose que tout le monde a l'habitude, mais qu'en France, il y a un prix unique, un prix unique du livre, c'est le prix qui est imprimé sur le livre, qui fait office de prix unique, et que tout le monde, tout libraire, toute personne qui vend le livre est censé le vendre à ce prix-là. Voilà. Sauf s'il est soldé, ça c'est une autre question, mais bon. En Belgique, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que nous, on a encore une tradition vivace des distributeurs, et les distributeurs sont pas prêts de renoncer à leur part, et ils aiment bien gonfler le prix. Donc on a chez nous un prix du livre qui est supérieur à celui du prix indiqué par la France, parce que les distributeurs prennent une marge supplémentaire encore dessus. Donc on a un prix étiqueté par-dessus qui remplace ce prix-là. Sauf des exceptions, Gallimard par exemple a son propre réseau de distribution et refuse que ses livres soient, que son prix unique soit remplacé par un prix belge différent, quoi. Donc voilà, il y a des spécialités, il y a des spécificités, il y a des différences. Voilà. Les livres de jeux de rôle, salut Noisy Onyx. Ça sent le regroupement. Ça sent le regroupement. Alors, donc, ce que je disais, c'est que prix unique du livre, le jeu de rôle, le problème qu'on va avoir ici, auquel apparemment certains ont été confrontés, c'est que on profite de cet aspect ambigu du livre de jeu de rôle pour se dire ah ouais mais en fait c'est pas un livre, donc on va pouvoir mettre un prix différent peut-être que le prix indiqué, que le prix imprimé. On va voir, on va décortiquer l'article. Le livre de jeu de rôle, voilà, à votre avis, est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est autre chose? Comme je vous l'ai déjà dit à propos de livres dans le Playero, pour moi, à partir du moment où un livre a un code ISBN à son cul, c'est un putain de livre. ISBN, c'est le numéro international normalisé du livre. Donc, à partir du moment où un produit commercialisé dispose d'un code barre avec un numéro ISBN, il n'y a pas à chercher midi à 14h à essayer de noyer le poisson, à dire c'est pas tout à fait un livre. Non, c'est un livre. Je sais même pas comment cette polémique peut exister. Et pourtant, elle existe et on va le voir. Le 27 janvier 2023, le médiateur du livre, autorité administrative qui cherche à désamorcer le litige autour du prix unique, publiait un procès-verbal de conciliation. C'est honteux. Cette procédure fait suite à une saisie par Black Book Edition, éditeur de jeux de rôle et aussi, je pense, diffuseur. En tout cas, il y a aussi une boutique. Ils ne vendent pas que leurs propres jeux de rôle. Maison spécialisée dans l'édition et la vente de manuels de jeux de rôle, qui a constaté le non-respect du prix unique du livre par un revendeur de tels ouvrages. Revendeur sur Amazon, on rappelle. Le médiateur du livre, suite à cette conciliation, a reprécisé le cadre législatif et les règles qui s'appliquent. Créé en 2004, Black Book ouvre sa librairie en ligne en 2011, récemment secondée par une enseigne physique à Lyon, inaugurée en septembre 2022. Une très large partie de l'offre de cet acteur du jeu de rôle est constituée par ses propres produits, mais il porte aussi la casquette de revendeur et propose notamment des références d'une marque historique, Wizard of the Coast. Est-il besoin de préciser Wizard of the Coast, Magic the Gathering et bien sûr Donjons et Dragons depuis quelques temps.
Dans le milieu, on respecte les prix uniques. Le prix unique. Ok, qui dit ça? On va voir. En décembre 2021, sur plusieurs produits WOTC, c'était pourquoi déjà Wizard of the Coast, Black Book remarque des baisses de prix pratiquées par une grande enseigne de la vente en ligne, nous explique Anthony Bruno, responsable marketing, communication et événements de l'éditeur. 3 livres de jeux et un coffret Donjons et Dragons sont vendus à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par la profession et fixés par Wizard of the Coast. Alors, le jeu de rôle, citation de Anthony Bruno, le jeu de rôle reste un marché de niche, un petit milieu, et ses prix bas ont été constatés par d'autres éditeurs, d'autres boutiques, un peu avant les fêtes de fin d'année, au moment où l'activité est très importante. Quelques coups de fil à des acteurs du secteur suffisent en effet pour apprendre que la grande enseigne en question ne serait autre qu'Amazon. La multinationale américaine a déjà été pointée pour des infractions au prix unique du livre, 2020 par exemple, il renvoie vers un autre article, sans que l'on sache si celle-ci découle de problématiques de métadonnées ou d'un choix délibéré. Sur la plateforme, plusieurs pages affichent encore des prix inférieurs à ceux fixés par les éditeurs, a pu constater Actualité. C'est le magazine où je suis en train de vous lire là. Un ouvrage publié par Black Book, un recueil de mini-aventures fantasy pour la licence Chroniques oubliées. C'est le gros jeu de rôle d'initiation de Black Book. Se trouve ainsi à 9 à 25,32€ sur Amazon contre 29,90€ chez l'éditeur et d'autres ventes. Bon, c'est pas non plus des prix cassés, quoi, c'est pas la moitié du prix, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même un prix inférieur et c'est pas légal. Chroniques oubliées, blablabla, donc là on a le screen pour apporter preuve à l'appui. Alors, ouais, ok. Alors, contacter la société Amazon n'a pas souhaité faire de commentaires. La confiance de nos clients et vendeurs partenaires nous est essentielle et nous faisons le maximum pour leur offrir la meilleure expérience possible, ce qui inclut notamment une expérience d'achat et de vente conforme aux lois et réglementations en vigueur, déclare le porte-parole. Chez les vendeurs et éditeurs de manuels de jeux de rôle, la profession semble en tout cas soudée. Des prix plus bas que ceux de l'éditeur, cela peut arriver ponctuellement en conséquence. Mais ce n'est pas la pratique générale. Dans le milieu ludique, et plus précisément du jeu de rôle, on respecte le prix unique. Il n'y a pas de raison de ne pas le respecter. À partir du moment où ton jeu de rôle a un code ISBN, c'est un livre, tu es censé représenter les Français. Le livre est publié en France, vendu en France, tu es censé respecter le prix du livre. Il n'y a pas de raison de ne pas le respecter. Et je sais que des boutiques ici en Belgique, la plupart du temps, respectent le prix du livre français. Voilà. Parce que les réseaux de distribution des livres de jeux de rôle sont spécifiques. C'est pas les mêmes réseaux de distribution que ceux des livres de poche et des livres qu'on a dans les grandes surfaces, dans les librairies. C'est des réseaux de distribution différents, spécifiques aux jeux et qui appliquent une autre politique, où il n'y a pas forcément une majoration du prix unique. Une procédure de conciliation. Évoquant le coffret Donjons et Dragons, Anthony Bruno nous précise qu'il s'agissait à ce moment-là d'un produit phare et cette pratique introduisait un problème de concurrence vu le prix unique du livre. Après plusieurs prises de contact infructueuses, Black Book Edition saisit donc le médiateur du livre, comme lui permet une loi du 17 mars 2014. Celui-ci ouvre donc une conciliation en transmettant pour commencer à la partie visée par la procédure l'ensemble des éléments de la saisine. Et ça fait 2 fois que je vois le mot saisine. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Moi j'avais transformé en saisine, mais je ne sais pas ce que c'est. Nous explique Jean-Philippe Mochon, le médiateur du livre. Nous avons ensuite procédé à une audition orale de 2 parties car le désaccord a persisté. Ce désaccord consiste en 2 perceptions différentes de la nature des produits concernés. Voilà, c'est là où je bug. La loi sur le prix unique du livre ne fournit en effet aucun détail sur la manière de qualifier un livre. S'agit-il d'un ensemble de pages reliées? Faut-il considérer un volume minimal de texte et d'images? What the fuck? Non. Une épaisse notice technique peut-elle être qualifiée de livre? Bah, s'il y a un code ISBN, oui. Dans le cas précis, les manuels de jeux de rôle, Donjons et Dragons, ne semblaient pas répondre à la qualification de livre au sens du droit fiscal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour la partie visée, selon le procès verbal, la plateforme de vente en ligne appliquait donc au produit un taux de TVA de 20% contre 5,5% pour le livre, mais écartait le prix unique puisqu'il ne s'agissait pas à ses yeux de livre. On voit tout de suite où est l'entourloupe quand on saute 15% de TVA. On voit tout de suite. Pour reprendre l'exemple du recueil des Chroniques oubliées, la mention livre apparaît bien dans le titre de l'article chez la multinationale américaine, mais reste classée dans les jouets. Ce qui permet de fixer un prix libre tout en appliquant un taux de TVA de 20%. Voilà. Débile, complètement débile. Alors, une saisine est le fait de recourir à une juridiction ou une entité de médiation afin de lui soumettre un litige en vue de la résolution de celui-ci. Ouais, ok.
D'accord, merci pour la précision. Le médiateur du donc, le dictionnaire fiscal, le médiateur du livre, pour en avoir le cœur net, se retourne alors vers l'administration fiscale. La doctrine fiscale publiée au bulletin officiel des impôts en 2013 déroule 4 critères pour accorder l'appellation de livre. Ok, il y avait besoin de ça. Et permettre l'application d'une TVA à 5,5%, ce qui la préoccupe en premier lieu. Pour être questionnaire comme un livre, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes. Être constitué d'éléments imprimés, reproduire une œuvre de l'esprit, ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, okay. Ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Code ISBN, on n'en a rien à battre. Le 10 octobre 2022, le directeur de la législation fiscale, Christophe Pourreau, communique au médiateur les conclusions de son analyse d'un des manuels de jeu concernés. Constitué d'éléments imprimés, il ne présente pas de caractère commercial ou publicitaire, ni d'espace important à remplir par le lecteur. Bah oui. Le critère de l'œuvre de l'esprit est complexe, car plus subjectif que les autres. Description détaillée et élaborée, présentation de l'origine de leur création et de leur environnement, mais aussi un travail éditorial flagrant, la recherche, la sélection et la mise en forme de données constituent autant d'arguments en faveur d'une qualification de livre pour ce manuel sans les avoir examinés. L'administration fiscale estime que les autres titres, s'ils présentent les mêmes caractéristiques, sont également des livres. Pour le médiateur du livre, ce point ne fait l'objet d'aucun débat. Dans ce cas précis, lorsque l'on a entre les mains un manuel de jeu de rôle avec des textes et des illustrations, on se rend bien compte que l'apport créatif est là, souligne Jean-Philippe Mochon. Maintenant, on va se poser la question, faut-il redéfinir le livre? Cette définition fiscale s'avère bien pratique pour déterminer si un produit entre dans la catégorie du livre ou non. Les agendas, par exemple, ou les albums de coloriage comportent ainsi un espace important destiné à être rempli par le lecteur et ne se voit donc pas appliquer de TVA à 5,5%. Sauf que la situation n'est pas si simple. La définition fiscale elle-même peut en effet être remise en cause. Depuis 2005, les parutions de musique destinées à diffuser de la culture musicale sont désormais considérées comme répondant dans leur ensemble à cette définition d'après le bulletin officiel des impôts. Okay. Ça devient soporifique sur certains aspects. Un coup de dé jamais n'abolira le bazar. Reste encore à régler le sort du coffret Donjons et Dragons composé de 3 manuels et d'un écran de jeu. L'administration fiscale considère que cet écran a une fonction auxiliaire et donc accessoire aux éléments principaux. Le manuel, s'il est possible de jouer sans l'écran, on pourra à l'inverse difficilement se passer de manuel. En conséquence, le coffret bénéficie également d'un taux de TVA réduit de 5,5%, comme les 3 livres qu'il contient. Cette distinction entre des éléments accessoires et d'autres principaux est aussi connue et appliquée dans le domaine du jeu de rôle. À partir du moment où le produit comporte des accessoires essentiels pour jouer qui ne sont pas des livres, comme des dés ou des figurines, on passe sur un jeu, une TVA de 20% s'applique, et le prix unique du livre n'est plus appliqué. Il confirme assez Anthony Bruno. Donc en gros, quand tu as un écran de jeu dans ton coffret, vendu avec ton jeu de rôle, ça cesse d'être un livre, et voilà. C'est vrai que ce problème était déjà connu, dans la mesure où l'écran de jeu n'étant pas un livre, il n'a pas de code ISBN, effectivement. C'est pourquoi en général on publie un scénario broché, léger, avec l'écran de jeu, pour pouvoir le distribuer en tant que livre. Puisque le scénario, lui, est un livre. Il est juste accompagné d'un bout de carton qui est l'écran de jeu. Salut LG0608, je vois pas très bien. Ah, c'est une pub ça, d'accord, magnifique. Première pub de l'année. Je pense que l'année dernière on n'en avait pas eu. Et comme j'ai pas mes modérateurs présents sur le chat, c'est que je vais aller bazarder ça. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment est-ce que je fais pour virer ce bazar? Je suis censé appuyer quelque part. Je ne vois rien. Je ne sais pas. Je suis une vraie bite de ce genre de truc. Ok. Bon, on supprimera tout à l'heure. Ok, on a compris quoi. On a compris que c'est foireux tout ça. Les livres, jouets ou les produits hybrides en sont des exemples typiques dans un coffret réunissant un livre de recettes ou de cocktails et un shaker par exemple. Quel est l'accessoire? Est-ce que tu achètes un shaker avec comme accessoire le livre de recettes ou est-ce que tu achètes un livre de recettes avec le shaker comme accessoire? J'ai une idée assez précise de la réponse. Un accessoire quoi. Il faut une définition légale de l'accessoire aussi peut-être. Bon. Ok, tout cela est bien triste. La séance, non pas dernière, mais avant-dernière, je vous avais lu un essai sur l'histoire des livres-jeux que j'avais écrit il y a des années,
avec les informations qu'on avait à l'époque, et qui étaient certainement pas aussi complets qu'il aurait pu l'être aujourd'hui. J'ai rectifié le tir, puisque j'ai eu l'occasion, grâce au marteau et l'enclume, de rédiger un article d'introduction au tome spécial jeu de rôle livre-jeu, pour faire un peu le point sur notamment cette histoire du livre-jeu, et à quel moment ça vient rencontrer le jeu de rôle, et ce qu'il en ressort comme connexion, comme histoire commune. Voilà. J'ai pondu donc un article laborieux, relativement long sur le sujet, et je comptais vous en lire la partie qui concerne l'histoire des livres-jeux. Je voulais déjà faire il y a un moment. Le marteau et l'enclume, c'est donc la couverture. Vous pouvez trouver le marteau et l'enclume disponible en version papier, en version numérique. N'hésitez pas à aller sur la boutique Amazon pour acheter la version papier dans les environs d'une quinzaine d'euros, et la version électronique, je ne sais plus, je sais plus combien, 5 euros, je sais plus, sur le site du marteau et de l'enclume. Voilà comment on me présente. Voilà, paragraphe 14, voilà, c'est mon avatar. C'est pas moi qui l'ai choisi. c'est le rédac chef. Il aime bien choisir des avatars pixels voilà, pour illustrer ses auteurs. Un vétéran de la scène JDR LDVH, Olivier était rédacteur en chef du fanzine La Feuille d'Aventure en 2005. Il anime à présent avec bonne humeur la chaîne Paragraphe 14 sur Twitch, les mercredis à 20h, mais maintenant c'est les lundis à 19h. Ne lui parlez pas des One True Pass de Ian Livingstone, sinon il distribue des baffes. Activité favorite durant l'hiver, se tenir au chaud dans son terrier magique avec son plaid et un bonnet de nuit bleue. Exactement. C'est tout à fait ça. Plus vrai que nature. Parce que je suis ronchon, hein, c'est vrai que ça retrace bien mon humeur. Alors... le livre-jeu de rôle. C'est pas moi qui ai inventé ce titre. Moi j'avais le titre LDVELH versus JDR, mais il l'a zappé. Moi j'avais écrit LDVELH vs JDR quand il y avait des lettres, c'était rigolo. Parce que LDVELH pour livre dont vous êtes le héros versus jeu de rôle, je trouvais ça sympa d'avoir que des lettres. Mais bon, des fois on retrouve des subtilités de plaisanterie qui passent à la trappe lors de la mise en ligne, la mise en page de l'article. C'est dommage. Depuis plusieurs années, l'étude du jeu de rôle fait l'objet de recherches pointues, donnant naissance à des monographies, des biographies et des podcasts qui témoignent d'une réflexion en ébullition sur son histoire, sa structure narrative, ses pratiques d'animation. En ce qui concerne les livres-jeux, ils ne sont souvent qu'effleurés en corollaire de ces analyses. Heureusement, des revues françaises spécialisées en font leur cheval de bataille. Alcoventurus, une fois de temps en temps, c'est très apériodique. Architotis, je ne sais pas s'ils sont allés au-delà du numéro 5. Moi j'ai les 4 premiers numéros, je me suis pas réabonné sur l'année suivante, mais quand je vais sur leur site, je sais pas voir autre chose que le numéro 5 en plus des 4 premiers. Donc est-ce qu'ils seraient arrêtés? Si quelqu'un a des infos là-dessus, il peut en parler, mais moi je ne sais pas. Le podcast dont vous êtes le héros et le présent magazine traite partiellement ou quasi exclusivement des livres-jeux. Côté anglais, le Canonic Fighting Fantasy se consacre à la série des Défis Fantastiques. Toutefois, il est rare de lire un article de fond. On lui préfère la chronique, l'actualité ou l'interview, plus accessible. La théorie serait-elle boudée? Elle me passionne pourtant. D'où viennent les livres-jeux? Que désigne le récit non linéaire, la littérature arborescente? Quels procédés littéraires et narratologiques les sous-tendent? Comment évoluent les livres-jeux aujourd'hui? Quel lien établir avec les premiers jeux informatiques textuels et le jeu de rôle alors? Revenons-nous dans l'histoire du livre-jeu. C'est pas le titre que j'avais évoqué. Moi, j'avais repris mon ancien titre essai pour l'histoire du livre-jeu pour faire écho à l'article que j'avais écrit il y a 20 ans. Bon, il me l'a sucré aussi, c'est pas grave. Passons. Avant le développement des jeux de rôle solo, comme Musée Oracle, après l'accident ou plus récemment 4 contre les ténèbres, qui reflètent un intérêt de plus en plus marqué pour les jeux en solitaire, par ailleurs mis en exergue lors du confinement, j'ai souvent entendu dire qu'un livre-jeu serait comme un jeu de rôle, mais à jouer seul. Et l'idée perdure. Qu'en est-il vraiment? Si l'étude des jeux de rôle est en pleine effervescence, celle des livres-jeux n'en est qu'à ses balbutiements, et l'expérience commune entre les deux se doit d'être encore questionnée. Il est trop souvent admis que les livres-jeux découlent simplement du jeu de rôle ou n'en sont que des ersatz. Or, les premiers récits à choix multiples sont bien antérieurs aux premiers jeux de rôle. La tendance actuelle situe en 1930 le premier ouvrage du genre,
Consider the Consequences des américaines Doris Webster et Mary Alden Hopkins, rappelée au public lors d'une diffusion radiophonique en 2018. On y décide des choix de vie de 3 personnages en résonance avec leur époque, la Grande Dépression, mariage, alcoolisme, etc. Et on vous met la petite couverture ici qui circule sur internet à Consider the Consequences. On voit une dame pensive, à la main posée sur sa joue et son coude posé sur son autre main. Et elle est disposée sur un échiquier sur lequel il y a un homme qui lui fait une déclaration d'amour, peut-être, ou une demande en mariage ou un truc comme ça. Un échiquier rouge et noir. L'ouvrage à but éducatif pour l'interrogation semble unique en son temps et il faudra attendre 1945 pour voir une tentative similaire, mais ludique, Treasure Hunt. Écrite et illustrée par Alan George, cette aventure anglaise de 24 sections présente des choix sous les illustrations pleine page qui explicitent les possibilités en vis-à-vis du récit, lequel se clôt par des mentions du type Look at the picture and pick out the way. Regarde l'image et choisis ta route. Et là, on a la couverture de Treasure Hunt. On voit simplement un château, un coffre ouvert et 2 gosses, un garçon et une fille, le dos tourné, qui semblent emprunter le chemin vers le château. Un coffre au trésor en avant-plan. Ça fait très le trésor qu'on a à la fin du Sorcier de la Montagne de Feu. Je vous le montre pour... J'avais pas pensé à l'analogie, mais... J'aurais pu la placer, mais effectivement c'est tellement classique comme... Voilà ce qu'on trouve au paragraphe 400 quand on termine le Sorcier de la Montagne de Feu, c'est en guise de toute conclusion, nous avons un coffre au trésor, voilà, qui ressemble bien à celui qu'on a ici. Et alors nous avons la traduction du slogan qui était écrit sur la couverture, une nouveauté fascinante, un labyrinthe sous forme de livre, un puzzle, une histoire illustrée, un tonique pour le cerveau, un passe-temps qui garde son intérêt pendant des heures. Et ce bouquin-là, j'en ai dégoté un PDF. Si vous voulez, un jour on pourra se le faire. Et donc on était dans les types d'accroche au lecteur pour lui dire de passer à la page suivante. Donc c'était regardez l'image et choisissez votre chemin. Ou bien il y avait aussi je voyais la page suivante et voyez la page en vis-à-vis et décidez. Voilà. Dès après, le genre se fait de nouveau attendre une douzaine d'années. Donc on était en 45. Mais l'on s'approche doucement de la consécration. De 1958 à 1972, l'éditeur américain Doubleday publie Tutor Text, qui semble la première série de livres-jeux didactiques visant une forme innovante d'auto-apprentissage. Comment expliquer ce sursaut aux USA ? Cette période, y voit naître plusieurs théories en psychologie, en philosophie et même en informatique, qui vont peut-être aménager un terrain favorable à l'émergence des récits à choix multiples. Le behaviorisme et la psychologie humaniste, qui s'opposent, étudient tous deux les motivations, l'apprentissage et la capacité à faire des choix. La cybernétique et la théorie computationnelle épinglent des analogies entre cerveau et ordinateur, déjà à l'époque. Entre-temps, en Angleterre, en 1967, Edmund Hildick, auteur reconnu en littérature jeunesse, a la chance de publier Lucky Less, The Adventures of a Cat of Five Tails. On en avait déjà parlé quand j'avais évoqué l'article de Damien Katz la fois dernière. Une des fois dernières. On y incarne un chat matelot fraîchement diplômé. Vivra-t-il les aventures au large? Deviendra-t-il fermier? Vite oublié, l'œuvre demeure orpheline. 2 ans plus tard, aux USA, Edward Packard, enfin un nom qui nous rappelle quelque chose, rédige Sugarcane Island, d'abord pour amuser ses enfants, puis dans l'idée d'être publié. Mais il essuie 9 refus. Les éditeurs ne sont pas prêts à miser sur le roman interactif. Tout ce que je vous raconte là, évidemment, est sourcé. Et à chaque fois, ceux qui regardent le stream voient qu'il y a des nombres entre crochets. Ça renvoie à la fin de l'article, il y a toutes mes références. Tout ce que je dis là est sourcé. Si ce n'est l'anglais Transworld. Donc, les éditeurs ne sont pas prêts à miser sur le roman interactif. Si ce n'est l'anglais Transworld qui publie Tracker Books entre 1972 et 1980. Une série de mini-livres-jeux
où les choix sont répartis entre texte et image. Donc on avait la série Tutor Text. Bon, au début, Tutor Text, c'est imbuvable comme truc, c'est des manuels, je veux dire, c'est des manuels à l'ancienne, rien qu'à voir la couverture, ça a l'air complètement indigé. Et là, Tracker Books, on est dans un autre registre, série de mini-livres-jeux, donc où les choix sont répartis entre le texte et l'image, donc un peu comme dans Treasure Hunt. Et là, c'est clairement du ludique. Donc première série de mini-livres-jeux ludiques en toute vraisemblance. Celle-ci précède l'avènement du genre et s'éteint pourtant peu avant. Bah oui, parce qu'elle dure de 72 à 80. Sur la montagne de feu arrive en 82, effectivement, voilà. Le monde anglophone des années 70 a donc vu les deux premières séries de livres-jeux se succéder, la première américaine, Tutor Text, la suivante anglaise, mais il manque une étincelle, nous y arrivons. Là, on a un extrait de Treasure Hunt. On voit simplement le bas de la page en fait avec le turn left, là, tourner à gauche pour aller à la page 4 ou tourner à droite pour aller à la page 22. Certes, il demeure des exemples troublants, dont on peine à interpréter l'impact dans la genèse des livres-jeux. The Night of January, la nuit du 16 janvier, hein, j'ai pas envie de faire de l'anglais aujourd'hui. Une pièce de théâtre de 1935 par Ayn Rand, qui laisse, ou Ayn Rand, je sais pas comment on va être trompé, qui laisse le public décider du sort à réserver aux coupables une fois jugés. Ok, donc à la fin, c'est le public qui décide qui est jugé. Et surtout un manuscrit aux allures de brouillon de Marie Corelli, proposant deux fins différentes écrites en 1891. On l'avait vu quand je vous avais fait la vidéo avec les extraits de petites vidéos que j'avais trouvées sur YouTube. On avait fait une séquence comme ça où j'avais un peu montré un peu tous ceux qui parlaient de l'histoire des livres dont le héros. Et on était tombé sur cette vidéo qui était la seule qui mentionnait Marie Corelli 1891. Y a-t-il d'autres productions du même acabit ? Probablement. Mais nous peinerions sans doute à les compiler dans le cadre d'un hypothétique héritage chronologique dans l'évolution des livres-jeux. Ouais, c'est ce que je me tuais à vous dire. C'est, d'accord, on a une histoire, on a un contexte, on a des exemples, mais est-ce qu'ils s'inspirent vraiment tous les uns des autres ? Est-ce qu'il y a une continuité historique de l'un à l'autre, quoi ? Peut-être pas. Voilà. Ça reste à voir, ça reste à étudier, ça reste à analyser, ce sont des choses qui doivent encore être étudiées. Pourtant, on aurait pu croire que le genre se serait développé en littérature, à en juger par les expériences littéraires, méta-littéraires, attention, des surréalistes aux quatre coins du monde dans les années 1960. Ça, je vais l'ajouter, ça fait longtemps que j'ai plus ressorti le tableau noir. Vous vous souvenez, le petit tableau noir, avec tous les mots-clés de la théorie du livre-jeu qu'on arrive à épingler lors des différents streams. Donc ici, je vais noter méta-littérature. Voilà, c'est le fait de... C'est comme le méta-jeu, c'est le fait de réfléchir autour du jeu, quoi. La méta-littérature, bah, c'est de la littérature qui parle de la littérature. Voilà. Donc, à en juger par les expériences métalittéraires des surréalistes aux quatre coins du monde, dans les années 60. Tout commence, ou pas, par l'auteur argentin Jorge Luis Borges. Il aurait été le premier à inviter le lecteur à considérer le texte et retourner les pages d'une façon non conventionnelle. En 1941, il signe une ébauche du récit long linéaire avec le jardin au sentier qui bifurque. Je l'ai lu ça. Ce dernier se présente comme un recueil de nouvelles. L'auteur joue avec les futurs possibles et l'incomplétude du récit, perdant le lecteur dans un labyrinthe mental parsemé d'énigmes morcelées, meurtres étranges, lettres incomplètes, ouvrages inventés, géométrie inconcevable. Même les appels de notes font partie du récit. On croirait presque à un escape game. Utilité bercée par le symbolisme et le fantastique Lovecraftien. On pourrait rapprocher le culte du grand livre circulaire à dos rond de celui du Necronomicon, le livre imaginaire le plus célèbre. C'est moi qui fais un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, voilà. En tout cas, c'est sûr que Borges est un auteur obsédé par les bibliothèques et les livres qui ont une volonté. Voilà. On fera le parallèle avec Lovecraft ou on ne le fera pas.
Un second recueil du même genre, mais plus mystique, Artifice, le rejoint en 1944, formant l'ouvrage fiction, encore édité sous ce titre. Borges joue avec les notions d'auteur, de narrateur et de lecteur, qui deviennent confuses. Il y a d'une histoire où on enquête, le suspect, finalement ça devient le narrateur, ou enfin c'est compliqué, quoi. Voilà, il aime bien torturer le lecteur. Voilà, et il se laisse obséder, comme je vous le disais, par les bibliothèques et le pouvoir des livres oubliés sur leurs enquêteurs et leurs acquéreurs. Toujours est-il qu'il faut attendre une petite vingtaine d'années pour voir se multiplier les expériences surréalistes à la lisière du littéraire et du ludisme. Ainsi se suivent Paul Guimard, en 1961, avec l'ironie du sort, qui réécrit sa propre histoire et bifurque vers une fin alternative. Raymond Queneau, 1961, avec 1000 milliards de poèmes, dont les vers se combinent presque à l'infini dans un objet-livre mettant au défi tout imprimeur, tant il est digne d'un livre pop-up avec ses vers sur lamelles cartonnées. Je vous le montre après, ça je vous le montre, parce que je l'ai ce bouquin-là, je vous le montre, ça vous verrez vraiment de quoi il s'agit. Vladimir Nabokov, 1962, avec Feu pâle, présenté comme un poème posthume qui, par le jeu des appels de notes, révèle une intrigue progressive. Et Julio Cortázar, 1963, avec Marel, qui propose d'emblée 2 parcours de lecture possibles, dont l'un est préétabli et rappelé par un renvoi unique en fin de chapitre. En guise de conclusion à cette riche période de précurseurs, on retrouve encore Queneau en 1967 avec l'excentrique Un conte à votre façon qui raconte en 21 sections réparties sur 5 pages l'histoire de 3 alertes petits pois, dormant dans leur cosse. Mais pour le coup, la structure de celui-ci est très proche du récit à choix multiples classique. Ludique. Du récit à choix multiples ludique classique. Ben, je vais vous le montrer maintenant, tiens. Comme ça, vous avez l'image quand même, parce que là, on parle beaucoup. Je vais vous montrer les 2-3 ouvrages dont je parle. Voilà, on a Borges. Tout simplement, c'est un livre de poche comme tant d'autres. Hein. Voilà, fiction, effectivement, où c'est écrit comme n'importe quel bouquin. Voilà, c'est des pages avec des chapitres et voilà, il n'y a pas de paragraphe, il y a pas de... Voilà, faut pas s'imaginer ça, mais c'est la manière d'aborder le récit et la manière de jouer avec ces notions de narration, narrateur, lecteur, qui font que on a rapproché cet ouvrage d'une tentative de quitter la narration traditionnelle et d'aller vers quelque chose où le lecteur est plus impliqué. On lui demande de réfléchir, peut-être de relire, et éventuellement, s'il lisait la nouvelle numéro 3 avant de lire la numéro 2, est-ce que peut-être il y verrait pas plus clair. En tout cas, ce bouquin incite à la réflexion et à la relecture. Moi, chaque nouvelle, quasiment, je les relisais 2-3 fois, parce que j'étais pas sûr d'avoir tout compris quand j'arrivais au bout. Et ça, il le dit, il le sait, il joue avec. Il le dit au début, il dit en principe, vous devriez rien comprendre, jusqu'à arriver à tel endroit. Donc, il joue avec le lecteur. C'est peut-être ça, déjà, la base. Ensuite, Raymond Queneau, ça c'est un recueil qui a été fait bien après la publication d'un conte à votre façon. Hein. Donc c'est un recueil contes et propos où on trouve d'autres contes surréalistes. Hein. Bon, on n'aime pas, moi c'est pas trop mon dada sans faire de jeu de mots. Mais un conte à votre façon, voilà, on pourrait le sortir et vous lire un extrait. Si je me servais de la table des matières, ça irait mieux. Alors, il y a une table des matières ou un sommaire? C'est une table des matières. Alors, un conte à votre façon, ça se trouve... Page... Ah voilà, c'est tout à la fin, 253, ok. Voilà. À quoi ressemble un conte à votre façon? Voilà, à ceci. Je vous le mets en gros plan. Je vous fais un gros plan. Voilà. Section 1. Voilà, désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois? Point d'interrogation. Si oui, passez à 4. Sinon, passez à 2. Voilà. On ne peut plus explicite. Voilà. Si on ne veut pas connaître l'histoire des petits pois, on nous dit préférez-vous celle des 3 minces grands échalas? Oui, non. Et on peut dire non jusqu'au bout hein, et passer à côté de l'histoire, évidemment. L'histoire qui est déjà pas très profonde. Mais voilà. Comme ça, vous avez la réalité du texte, en plus des explications. Parce qu'on en parle quand même depuis un bon moment de ces bouquins-là.
Ah, j'ai loupé une info sur le chat. Ah non, pas à Ayn Rand, quoi. C'est un personnage que tu connais. Tu as quelque chose contre elle. Son fantôme te hante, ou contre elle ou contre lui, je ne sais pas. Son fantôme te hante dans ton sommeil. Et donc, je vous avais dit, donc il y a aussi Cortázar. On a une belle brique, hein. Cortázar, c'est plutôt par rapport à Contes et Propos, déjà, qui est un recueil, voilà, donc forcément c'est plus gros, hein, plus épais. Et là, on a clairement, je vous le montre aussi, en gros plan. Voilà, c'est très explicite. Voilà, le chapitre, c'est présenté comme si c'était des chapitres, chapitre 40, je crois que c'est 42 ici. Si vous tournez la page, voilà, donc on a le chapitre 42, puis on arrive à la fin du chapitre 42, et nous avons une petite indication qui nous dit, qui nous renvoie, c'est ici. C'est peut-être un peu flou, vous ne savez peut-être pas lire exactement le chiffre qui est indiqué. Mais en tout cas, c'est une indication, c'est un renvoi de paragraphe. On nous dit 75, on nous dit, donc après le 42, on peut aller lire le 75. L'idée de Cortázar, c'était de se dire, je vais rédiger un bouquin où on va pouvoir lire tout d'une traite, si on veut, voilà, ou pas. Ou bien on suit la lecture que je propose, voilà, on saute d'un paragraphe à l'autre. Et l'ordre de lecture est même prédéfini. Il est prédéfini en tête d'ouvrage. Il y a, voilà, je vous la montre. Il y a toute la séquence et elle ne comprend pas l'intégralité des paragraphes. Il y a des chapitres qui sont ignorés dans cette lecture alternative. Donc à voir ce que l'auteur voulait faire avec ça, avec l'incomplétude du récit. On va reparler chez Borges. Probablement qu'il y a aussi des possibilités de lire ça autrement, de chercher soi-même un ordre de lecture différent. Probablement qu'il y a cette part du lecteur, cette liberté du lecteur de trouver le sens qu'il veut finalement à l'histoire. Peut-être. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Et puis, je vais rapidement vous chercher, c'est juste ici à côté, le livre 1000 milliards de poèmes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est un livre-jeu. Plus vite que j'ai pu. Je me remets encore une fois en gros plan. Je mets le micro un peu sur le côté. Voilà l'ouvrage. Il se présente comme ceci, avec une belle couverture texturée comme ça, avec un embossage sur le titre, sur le nom de l'auteur qui est écrit en rouge. Donc 100 000 milliards de poèmes chez NRF. Rien qu'à observer la reliure, on voit déjà qu'elle est costaude, hein, elle fait 1,5 cm minimum, voire 2 cm. La profondeur de la reliure. Voilà. Vous voyez des petites languettes. Voilà, je vous lance vraiment, je le fais gigoter là. Donc en fait, l'idée c'est de composer soi-même un poème. Voilà, je peux pas dire toutes les languettes en même temps, mais l'idée c'est de faire tourner les languettes. Chaque languette a un vers. Et donc ici on peut lire je me souviens encore de cette heure exquise, les gauchos dans la plaine agitaient leur drapeau. Voilà. Mais si on veut, on peut lire je me souviens encore de cette heure exquise, du client londonien où s'ébattent les beaux. Ouais, voilà. Donc on garde la même rime, mais on change le sens du poème. On a ainsi une combinaison quasi infinie de sonnets différents. Chaque languette va avoir la même rime forcément et le même nombre de vers, c'est logique, c'est des alexandrins pour un sonnet. Voilà. Comme ça, vous voyez vraiment les livres dont on parle, vous voyez à quoi ils ressemblent. Et vous comprenez pourquoi on considère que ce sont des pionniers, des exemples historiques du livre-jeu. Alors, les titres qui précèdent sont fréquemment cités lorsqu'il s'agit d'énumérer, parfois mécaniquement, les ancêtres du livre-jeu. Mais peut-être y en a-t-il d'autres, plus discrets, qui attendent d'être mis au jour. Un avant-goût en 5, et le 5, c'est l'article de Game & Cats qui fait allusion encore à d'autres livres. Voilà, j'avais pas envie de reprendre simplement les livres de manière mécanique, comme je le fais moi-même. J'avais pas envie de reprendre tous les livres que je trouvais partout parce que, voilà, ça n'a pas d'intérêt.
J'ai pris des livres qui me semblaient importants, intéressants, et j'ai essayé de créer du lien entre ces livres et de poser un contexte historique, littéraire, sur l'époque de publication. Mais si on veut encore découvrir d'autres livres-jeux qui peuvent prétendre au titre de pionnier, ben on peut aller voir l'article de 2004 dans Fighting Fantasy, je pense que c'est le numéro 10, sur l'histoire du livre. À ce titre, les contes et légendes de la littérature orale me paraissent bons candidats, car ils n'ignoraient pas une forme d'interaction entre le conteur et son public, dont l'humeur, l'émotion et l'attente pouvaient amener l'orateur à varier son récit. Borges met d'ailleurs en scène, dans Artifice, un exemplaire incomplet des Mille et une nuits, qui se met à jouer des tours à son propriétaire. Néanmoins, ni le conte, ni la poésie, ni la didactique, ni le roman surréaliste n'auront propulsé les livres-jeux sur le devant de la scène. Cela va se produire aux USA. Dans le milieu des années 70, le monde du jeu dans son ensemble va connaître une révolution. Les premiers jeux de rôle, Dragon, Jeux de Troll, puis les premiers jeux d'aventure textuelle sur ordinateur, Castle Advent Resort, débarquent sur le marché au milieu de cette décennie. Mais leur principe était déjà en gestation, parfois fortuite, dès le milieu des années 60, comme en témoigne la campagne Blackmoor de Dave Arneson, jeu de rôle improvisé avant l'heure, et le programme informatique ELISA, simulateur d'entretien, ayant entre autres permis d'étudier l'impact du vous, ou du tu, donc en anglais you, dans une conversation écrite interactive. Je vous explique ça peut-être un peu plus en détail. On voit les illustrations aussi choisies par Benjamin Barget, donc le rédacteur-chef du magazine, d'un ordinateur, vraiment un vieux machin, avec ce fameux, probablement ce fameux jeu textuel, avec des différentes commandes, je sais pas si ça illustre le jeu textuel, en tout cas ça illustre un vieil ordinateur. Et ensuite on a un bout de la jaquette de Colossal Cave Adventure, qui s'appelait donc Advent, c'est ça, avant de s'appeler Colossal Cave Adventure. Donc pourquoi est-ce que je dis que les origines des jeux textuels, des jeux de rôle, il faut les chercher avant, dans les années 60. Blackmoor, la campagne de Dave Arneson. Blackmoor, c'est paru après sous forme de campagne Donjons et Dragons, effectivement, mais plus tard. Mais Blackmoor, c'était un setting qu'il avait mis au point lui-même dans le cadre d'un jeu de guerre avec figurines, auquel il jouait avec des amis à lui, et il avait voulu sortir du cadre habituel des jeux de guerre avec toutes ces règles assommantes, et il avait voulu créer quelque chose d'un peu plus différent où la magie entrait en compte, il sortait un peu le bazar, et voilà. Et donc il avait amorcé le bauge des bases de ce que pouvait être le jeu de rôle avant même que Donjons et Dragons ne voit le jour. Et le programme informatique ELISA, ça c'était un simulateur d'entretien, donc voilà, c'était simplement, on avait mis ça au point pour être décliné sous différentes formes, notamment la forme d'un psychologue, un psychothérapeute, où on posait des questions et l'intelligence artificielle répondait, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle voilà, on en fait tout un foin maintenant des intelligences artificielles, mais voilà, ça a démarré dans les années 60, ces histoires-là. Donc Raphaël Lucas raconte comment le système de combat de Donjons et Dragons, tour par tour et aléa des dés essentiellement, a influencé les jeux vidéo. Donc Raphaël Lucas est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'histoire des RPG, qui est excellent, et qui accorde une large part, beaucoup de pages, à l'histoire des jeux de rôle et à l'histoire des livres d'autres héros et à comment ces différents médias ont influencé le jeu vidéo. Et comment les livres, même les livres-jeux, le récit à choix multiple, comment ça a conditionné vraiment certains principes fondamentaux du jeu vidéo de manière générale et du RPG plus spécifiquement. C'est passionnant. Donc explique comment le système de combat de Donjons et Dragons a influencé les jeux vidéo de manière globale et orienté leur tendance à embrasser la fantasy. Puis comment les gamebooks, les livres-jeux, ont façonné la mécanique des choix des jeux vidéo de rôle, RPG en anglais, tout en préparant un terrain propice aux jeux en solitaire. Pour s'en rendre compte, voyons de plus près Advent, mieux connu sous le titre ultérieur de Colossal Cave Adventure. Longtemps considéré comme le premier jeu d'aventure textuelle, celui-ci propose de lire une histoire où le joueur est amené à choisir la réaction d'un explorateur de grotte anonyme, son avatar, lequel sera désigné tout du long par un « you » interpellatif. Le joueur lecteur répondra alors par une commande d'un mot ou deux mots brefs,
pour faire son choix. Go west, va à l'ouest, look, yes, voilà, des petits mots. Suite à quoi, l'histoire continue. Cette notion de véhicule vide, donc rapproché Avatar, va guider l'élaboration des RPG combinés aux mécaniques, qui sont encore à simplifier à ce moment-là, de Donjons et Dragons. Une fois que ces nouvelles expériences ludiques auront démontré leur intérêt commercial, les éditeurs vont, je pense, développer la foi dans les récits à choix multiples, dont la nature et le principe moderne se situent à la croisée de leur chemin. Mon point de vue, voilà, mon point de vue d'observateur, mon point de vue d'analyste, c'est que c'est la sortie de Donjons et Dragons et donc la sortie des jeux de rôle et des jeux textuels et leur succès commercial surtout, qui donne le feu vert aux éditeurs pour y aller vraiment franco sur la publication des livres-jeux. Et là, on va assister à un boom sur les livres-jeux. L'année décisive qui marque les débuts du livre-jeu classique semble être 1976, 2 ans après Donjons et Dragons. Edward Packard trouve enfin un éditeur. Je me souviens, c'était en 67 essayé la première fois. Donc, trouve enfin un éditeur pour Sugar Cane Island, Vermont Crossroad Press, qui en fera le premier tome de sa collection, The Adventure of You, prélude au Choose Your Own Adventure, voilà, qui deviendront la référence américaine en matière de livre-jeu. Toujours en 76, le jeu de rôle Tunnel et Troll inaugurait une série de donjons solo avec Buffalo Castle de Rick Loomis. Ça aussi, j'ai un peu dire. Si ceux-ci sont parfois présentés comme des livres-jeux, il s'agit en vérité de scénarios à jouer seuls, structurés en récits à choix multiples. En fait, ils ne sont pas jouables sans se référer au manuel de base de Tunnel et Troll, ce qui les exclut selon moi de la lignée des livres-jeux. Il en va de même des collections ultérieures, parues entre fin 70 et début 80. Cela dit, le choix de cette structure éclaire sur la place grandissante du récit à choix multiples dans la littérature ludique des années 70, incluant les jeux éducatifs. Mais peut-être ces derniers furent-ils aussi encouragés par les recherches du psychologue américain Skinner, par ailleurs amateur de labyrinthe, sur l'enseignement programmé publié pour la première fois en dehors des revues scientifiques en 1968 sous le titre de The Technology of Teaching, donc la technologie de l'enseignement, basé sur ses propres recherches sur le conditionnement opérant des animaux. Il y expose une science de l'apprentissage où la mécanique de l'essai-erreur est largement questionnée. Vous savez, le conditionnement opérant des animaux, les expériences de Skinner sur les rats dans les labyrinthes, où il mettait un rat dans un labyrinthe donc déjà pour tester son intelligence, et puis le rat trouve une boulette de viande, et puis il peut actionner des leviers pour faire apparaître la boulette de viande, et donc il teste le conditionnement opérant sur le principe de récompense ou de punition, pour voir comment le rat va réagir sur la mesure de son expérience. Alors, au début des années 1980, les livres-jeux se bousculent au portillon, même Donjons et Dragons lance sa propre collection, le Endless Quest, Endless Quest, traduit en français ici, Donjons et Dragons Retour à Ruisselac. Et il y avait aussi des licences différentes, il y avait Tarzan et Conan, ici j'ai un Conan intrépide en livre-jeu, sur le modèle des Choose Your Own Adventure. Mais une innovation majeure se prépare outre-Atlantique. Steve Jackson et Ian Livingstone attendent l'horreur de gloire. En 1982, l'éditeur britannique Penguin Books publie The Warlock of Firetop Mountain, le premier tome mythique de la série Fighting Fantasy qui connaîtra un immense succès international, 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, des dizaines de rééditions et réimpressions, une traduction en 25 langues. Le Sorcier de la Montagne de Feu était le tout premier livre-jeu à proposer des règles de simulation fournies clé en main, invitant au lancer de dés à 6 faces et au report de données statistiques et narratives sur une fiche. Avec son aventure en porte-monstre trésor, ce système s'inspire en droite ligne des jeux de rôle en vogue. Et pour cause, à l'origine, Penguin avait demandé aux fondateurs de Games Workshop d'écrire un livre d'initiation à Donjons et Dragons que leur société diffusait alors. Le résultat finalement émancipé de cette idée fut pour le moins surprenant en France. Gallimard développerait bientôt sa collection culte, un livre dont est le héros, qui s'imposera comme la référence francophone du genre. Là, on avait vu que le Sorcier de la Montagne de Feu à la base, c'était une commande pour écrire un manuel d'initiation à Donjons et Dragons à l'époque où Donjons et Dragons était commercialisé par leur société et où c'était compliqué de s'y retrouver. Enfin, pas mal de personnes ne comprenaient pas les règles. Et on sentait qu'il y avait besoin d'être écolé, voilà. Et donc, à la base, Sorcier de la Montagne de Feu, c'est né d'un projet
d'écrire un manuel d'explication sur Donjons et Dragons. C'est devenu autre chose, ce qu'on connaît. Le Sorcier de la Montagne de Feu introduit une rupture entre deux familles de livres-jeux classiques. D'un côté classique américain, donc les Choose Your Own Adventure, un récit littéraire plutôt bon enfant où les choix du lecteur changent le cours de l'histoire sans intervention du hasard, comme dans les Dragons, quoi. Et qui a pour référence la collection Choose Your Own Adventure. De l'autre, le classique UK, donc britannique, une ambiance plus mature, plus sombre, une trame labyrinthique où nos choix sont autant de risques de perdre la partie, souvent par la mort du héros, laquelle peut survenir lors de combats simulés au dé, un système de règles virales qui a pour modèle la série Fighting Fantasy qu'on va explorer tout à l'heure avec la malédiction de la momie. Dans nos contrées, le modèle britannique va rapidement s'imposer et perdurer de longues années. Vers le milieu des années 2000, une nouvelle vague d'auteurs francophones fédérés par le prix Nostromo va renouveler la littérature arborescente. Ils veilleront surtout à ne pas reproduire les erreurs d'antan, accordant plus d'importance à l'immersion, la jouabilité, quitte à se passer des dés et à la profondeur du héros incarné. Oserais-je à l'avenir parler d'un classique français ? Merci de m'avoir écouté. Voilà, cet article, je tenais à vous le lire. Pourquoi ? Parce que il synthétise, il fait vraiment la synthèse, le récapitulatif de tout ce qu'on a appris lors des vidéos précédentes, tout ce qu'on a vu autour des livres-jeux, de leur origine. Et j'ai essayé d'y donner une ligne conductrice, un fil rouge, voilà, d'y poser des contextes, que tout cela ait un sens, qu'on s'y retrouve, qu'on ne répète pas mécaniquement juste des listes de livres ancestraux, soi-disant origine du livre-jeu ou quoi que ce soit, qu'on ait un regard voilà, plus large. Tout ceci demande à être confronté à d'autres points de vue, à d'autres spécialistes de la question, qui feraient le même exercice que moi, à savoir s'intéresser à fond à l'histoire du livre-jeu. Voilà. C'est une première pierre parmi d'autres qui est posée au grand édifice de l'étude du livre-jeu. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous relire, à vous faire découvrir cet article. Nous approchons de l'heure fatidique. N'hésitez pas à réagir, alors que ça fait à peu près une demi-heure que je vous ai endormi, que je ne dis plus rien. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, à faire vos commentaires, à poser des questions, à donner des idées pour les prochains streams, pour les prochaines petites intros entre nous. Quels sont les aspects de la littérature interactive ou du jeu de rôle que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochains streams ? Moi, je suis un peu l'actualité quand je trouve des sujets d'actualité, comme on a fait avec le prix du livre, là. Je vous montre ce sur quoi je tombe au gré de mes recherches et au gré du hasard. Je fais ce que j'ai envie, mais je peux aussi faire ce que vous voulez. Je peux aussi faire ce que vous me demandez. Et donc, si vous avez des idées, des points obscurs qui mériteraient d'être étudiés, éclaircis, ben, n'hésitez pas à m'en faire part.